Je n'ai jamais aimé les soirs d'orage. Le tonnerre réveille toujours quelque chose d'inutile en moi. Une nervosité d'enfant, une attente sans objet. Ce soir-là, j'étais seul, comme souvent, assis sur le canapé, un mug tiède de verveine à la main. La télévision diffusait un bruit de fond, juste assez pour masquer le silence du vieil immeuble. Puis, 3 coups secs ont retenti à la porte. Pas timide, pressé, urgent. J'ai cru d'abord à une erreur. Qui viendrait frapper à cette heure-ci? Les coups ont recommencé, plus fort. Je me suis levé, pieds nus sur le parquet froid, et j'ai ouvert sans réfléchir. La lumière du couloir a découpé une silhouette que j'ai d'abord crue inconnue. Elle tremblait, ruisselante de pluie, la robe plaquée contre sa peau, presque transparente. Son souffle formait des nuages devant sa bouche. Il m'a fallu une seconde pour reconnaître Elisa, ma voisine du dessus, celle qui passait chaque matin en tailleur strict, toujours pressée, toujours polie. Là, elle paraissait une autre, fragile, effarée, comme une flamme battue par le vent. « Julien », murmura-t-elle, « je suis désolé. » Ses bras entouraient sa poitrine, ses épaules frissonnaient. Et dans un éclair d'instinct, j'ai compris. Elle ne portait rien sous cette robe. Une pudeur panique m'a saisi. J'ai baissé les yeux, reculé d'un pas. « Entre vite », ai-je dit. « Il pleut à verse. » Elle a obéi, refermant la porte derrière elle. Le tonnerre a grondé, puis le silence s'est abattu, coupé seulement par le goutte-à-goutte de l'eau qui s'écoulait de ses cheveux. J'ai attrapé une serviette dans le placard de l'entrée et la lui ai tendue sans la regarder. « Merci », fit-elle d'une voix brisée. Je l'ai conduite jusqu'à la cuisine. La lampe jaune jetait une lumière douce sur les carreaux encore humides de ses pas. J'ai mis de l'eau à bouillir. Elle s'est assise, serrant la serviette autour d'elle comme une armure. Dehors, la pluie battait contre la fenêtre, hypnotique. « Du thé ?» ai-je proposé. « Oui, s'il te plaît. » Ses mains tremblaient lorsqu'elle prit la tasse. Elle souffla dessus longuement avant de boire. Son regard fuyait le mien, comme si parler revenait à franchir une frontière qu'elle n'était pas prête à traverser. « Tu veux m'expliquer ?» demandai-je doucement. « Tu as eu un problème ?» Elle a hoché la tête, puis les mots sont sortis par fragments. Une dispute, une porte claquée, la clé restait à l'intérieur. Elle avait voulu descendre prendre l'air, oublier les cris, mais la pluie l'avait surprise. Elle avait cherché refuge chez les voisins. Personne n'avait répondu. Moi, j'étais le dernier palier avant la cage d'escalier. J'écoutais, partagé entre gêne et compassion. À mesure qu'elle parlait, quelque chose en moi s'adoucissait. Elle semblait épuisée, au bord de la rupture. J'ai sorti de l'armoire un vieux sweatshirt et un pantalon de survêtement. « Tiens, va dans la salle de bain, tu seras plus à l'aise. » Elle s'est levée sans un mot, la serviette serrée contre elle, et a disparu dans le couloir. La porte s'est refermée. J'ai poussé un long soupir, les paumes appuyées contre la table. Mon cœur battait trop vite. Je n'étais pas habitué à ce genre de proximité, à cette intimité imposée par le hasard. Et pourtant, sous la surprise, une inquiétude sourde grandissait. Qu'est-ce qui l'avait poussée à fuir ainsi? Quand elle revint, quelques minutes plus tard, le sweatshirt pendait sur ses cuisses, le pantalon roulé à la taille. Elle paraissait minuscule dedans. Ses cheveux, encore mouillés, sentaient le shampoing et l'orage. Elle avait meilleure mine, mais ses yeux restaient rougis. « Tu veux appeler quelqu'un ?» demandai-je. « Un ami, peut-être ?» Elle secoua la tête. « Non, je ne peux pas. » Son refus tenait plus du désespoir que du caprice. J'ai choisi de ne pas insister. Nous sommes restés un moment sans parler. Le tic-tac de l'horloge remplissait la pièce. J'ai voulu alléger l'atmosphère. « Tu sais, si tu veux rester ici cette nuit, ça ne me dérange pas. Le canapé est confortable. » Elle releva les yeux, étonnée. « Tu ferais ça? Pour une voisine? Pour quelqu'un qui en a besoin? Oui. » Un faible sourire a effleuré ses lèvres. « Merci, je te promets, je partirai tôt. Prends ton temps. » Je lui ai préparé une couverture, une oreiller. Pendant qu'elle s'installait, j'ai remarqué, malgré moi, la trace violacée qui marquait son avant-bras. Elle a tiré la manche pour la cacher. Je n'ai rien dit, mais tout s'est mis en place dans ma tête. La dispute, la peur, la fuite. J'ai senti la colère monter, silencieuse, dirigée contre cet homme que je ne connaissais pas encore. Avant de me retirer, j'ai ajouté « Si tu as besoin de quoi que ce soit, frappe à ma porte. »« Bonne nuit, Julien », dit-elle doucement. « Et merci encore. Je suis allé m'allonger tout habillé. » La pluie s'était calmée, mais mon esprit tournait. Je revoyais ses yeux noirs, la serviette serrée sur son corps tremblant, la honte mêlée à la reconnaissance. Rien de ce qui s'était passé n'avait de place dans ma vie bien réglée, et pourtant tout semblait soudain différent, comme si la foudre, au lieu de frapper dehors, avait traversé mes murs. Je ne sais pas combien de temps j'ai fixé le plafond avant de m'endormir. Des bruits légers, dans le salon, le froissement de la couverture, un soupir.
Puis plus rien, le sommeil est venu par à-coups, haché de rêves confus où la pluie et le silence s'enlaçaient. Au petit matin, un rail de lumière grise filtrait entre les volets. Je me suis levé, l'esprit encore brumeux. Dans le salon, Elisa dormait recroquevillée, la tasse vide à côté d'elle. Sur la table, quelques gouttes d'eau séchée, la preuve tangible de cette nuit improbable. Je l'ai observée en silence. Elle paraissait apaisée, presque paisible. Ses traits, sans maquillage ni peur, dévoilaient une beauté simple, fragile, comme celle d'un tableau qu'on redécouvre après l'avoir oublié au grenier. Je me suis dit que, quoi qu'il advienne, je devais protéger cette paix. Peut-être n'étais-je qu'un témoin de passage dans sa vie, mais cette nuit m'avait confié une responsabilité que je n'avais pas demandée. Je n'en mesurais pas encore le poids. La bouilloire a sifflé, tranchant le silence. Elisa a bougé, a ouvert lentement les yeux. Nos regards se sont croisés. Elle a eu un sourire discret, reconnaissant avant de murmurer « Il pleut encore ?» Un peu, ai-je répondu, mais ça s'arrête. Elle a hoché la tête, comme si la phrase voulait dire plus que le temps qu'il faisait. Oui, ça s'arrête. Peut-être la peur, peut-être autre chose. Je lui ai tendu une nouvelle tasse de thé. Le jour naissant baignait la cuisine d'une lumière douce. Et, sans le savoir encore, je venais de franchir la première porte d'une histoire qui allait bouleverser la mienne. Le lendemain, elle est partie avant que j'aie trouvé les mots pour retenir la simplicité de ce qui s'était passé. Quand je suis revenu du couloir avec le courrier, le canapé était vide, la couverture pliée avec un soin presque cérémonieux, la tasse rincée et retournée sur l'égouttoir. Sur la table, un post-it jaune. Merci pour la nuit. Désolé pour le dérangement. Rien d'autre. Le genre de message qui tente de réduire l'extraordinaire à un incident ménager. Toute la journée, l'appartement m'a semblé trop grand. Sur l'écran, mes mails défilaient, mais je n'y lisais qu'une phrase. Tu as bien fait d'ouvrir. J'ai travaillé mécaniquement, écoché des cases, répondu à des demandes, puis me suis surpris à écouter les bruits du haut. Une chasse d'eau, des pas mesurés, le cliquetis d'une fourchette. À 19h, un rire nerveux a vibré dans le plafond, étranglé aussitôt. Je me suis levé, ai fait 3 pas vers la porte, me suis arrêté, honteux de mon propre manège. Ce n'est pas à moi d'y retourner, ai-je pensé, et je suis resté chez moi, les mains vides. Le soir, j'ai croisé Thomas pour la première fois sans le savoir. Il montait l'escalier 2 à 2, un sac de sport en travers de l'épaule, l'odeur sucrée d'un parfum trop cher. Grand, trop bronzé pour la saison, ce genre d'homme qui occupe l'air avant d'entrer dans une pièce. Il ne m'a pas regardé. J'ai serré la rampe. Il a orné sa bouche d'un sourire sans yeux. 2 marches plus haut, il a sorti ses clés, a frappé contre la porte 1, 2, 3 fois. La porte s'est ouverte. Sa voix a glissé, mielleuse puis plus dure. La mienne s'est contractée toute seule. Je n'ai pas dormi longtemps cette nuit-là. Vers 2h, un bruit sourd a résonné, comme une chaise déplacée d'un coup. Puis le silence. J'ai imaginé toutes les versions possibles d'un même geste, et aucune ne me plaisait. Au matin, j'ai trouvé, posée contre ma porte, une enveloppe longue, sans timbre. À l'intérieur, un papier ligné, l'écriture nette, reconnaissable. Merci pour les vêtements. Je les laverai et te les rendrai demain. Elisa. Le « te » m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Elle n'écrivait pas « vous », un pas, minuscule, mais un pas. Le lendemain, j'ai attendu un son qui n'est pas venu. Pas de coup timide, pas de froissement dans le palier, pas de pas hésitant. À 18h, j'ai fini par ouvrir. Rien. J'allais refermer quand j'ai remarqué, coincé sous mon paillasson, un petit paquet Kraft scellé par un morceau de ruban. À Julien. Écrit au feutre. À l'intérieur, mon sweat et le jogging, pliés au carré, qui sentaient la lessive et un parfum léger, presque indéfinissable, une odeur de feuilles mouillées et de savon. Il y avait aussi un autre post-it. Merci encore. Ce n'était pas un dérangement. J'étais perdu. J'ai souri tout seul, le paquet contre la poitrine, ridicule sentimental auquel on pardonne tout. Le 3e jour, je l'ai croisée dans l'escalier. Elle tenait un sac de course. Des tiges de persil dépassaient comme de petits drapeaux. Elle portait des lunettes de soleil, alors que le ciel était d'un gris opiniâtre. Son sourire a été bref mais vrai. « Salut », a-t-elle dit. « Salut », ai-je répondu, trop heureux de pouvoir avoir là. « Ça va », a-t-elle murmuré. « Ça ira mieux. Je n'ai pas su quoi faire de mes mains. Je voulais poser 1000 questions et je n'avais droit à aucune. » Elle a replacé les lunettes, a repris le sac. « Merci pour l'autre soir », a-t-elle ajouté. « Tu m'as sauvé d'un mauvais moment. » « Tu n'as pas à me remercier, ai-je dit. « Vraiment pas. » Elle a hésité à nouveau, a regardé au-dessus de mon épaule, vers le couloir. Sa voix a chuté d'un ton. « Est-ce qu'on peut parler ce soir ?» Dans l'escalier.
Je ne veux pas... Chez moi, ce n'est pas... Bien sûr, ai-je répondu sans réfléchir. À quelle heure? 21h. Quand ils sortent, ce « il » a claqué entre nous comme une gifle retenue. Elle a fui son propre mot, a gravi les marches trop vite, et j'ai regardé ses épaules disparaître sans trouver un geste qui aurait dit « courage ». À 21h, j'étais déjà dans l'escalier, assis sur la marche intermédiaire, un thermos de tisane posé entre nous deux places vides. Elle est arrivée sans bruit, dans un pull trop grand qui la rendait presque adolescente. Elle s'est assise un peu plus haut, comme si la pente devait nous protéger. « Je n'aurais pas dû venir chez toi l'autre soir », a-t-elle commencé. « J'aurais dû trouver une autre solution. Je t'ai mis dans une situation compliquée. Tu n'as pas à t'excuser, ai-je insisté. C'était normal. » Elle a hoché la tête sans y croire. Ses doigts jouaient avec la anse d'un sac invisible. Quand elle a parlé, ce fut d'un trait, comme on tire un fil en espérant ne pas démêler toute la pelote. Il s'appelle Thomas. On vit ensemble depuis 1 an. Au début, c'était flatteur. Il savait quoi dire, quoi promettre. Et puis, il a commencé à vouloir décider de mes horaires, de mes vêtements, de mes amis. C'est allé par petites touches, presque délicates. Je me suis dit que j'étais trop susceptible, que j'exagérais. Et puis un soir, il a posé la main sur mon bras, trop fort. Tu sais, pas un coup. Un serrage, pour me calmer. Je n'ai rien dit. Je me suis dit que ça n'arriverait plus, et ça a recommencé. Il s'excuse toujours après. Des fleurs, des messages, des « je t'aime ». Elle s'est interrompue. Tu dois te dire que je suis stupide. Je ne me dis rien du tout, ai-je répondu. Je t'écoute. Elle a poussé un soupir qui semblait tenir depuis des mois. Je n'ai pas de famille ici. Mes amis... Je les ai laissés s'éloigner. C'est plus simple quand il n'y a personne pour te dire que ça ne va pas. L'autre soir, j'ai claqué la porte pour respirer. J'ai paniqué. Je voulais redescendre acheter. N'importe quoi. Un prétexte pour rester dehors. Je me suis retrouvé sous la pluie. La robe. Enfin bref. J'ai pensé à ta porte. Parce que je t'ai vu plusieurs fois aider Madame Renard à porter ses sacs. Parce que tu dis bonjour à tout le monde. Même au livreur. Parce que tu as l'air fiable. Le mot m'a touché plus que je ne voulais l'avouer. Fiable. Pas charmant, pas brillant. Fiable comme une poignée de porte qui ne trahit pas. Je ne veux pas te mêler à ça, a-t-elle repris. Je voulais juste te dire merci en face. Et te demander si tu peux garder ce qui s'est passé pour toi. Bien sûr, ai-je dit. Et si tu as besoin de frapper, à n'importe quelle heure, tu frappes. Elle a tourné la tête vers moi. La pénombre adoucissait ses traits. Parfois, il suffit de savoir qu'une porte peut s'ouvrir, tu sais. On n'a même pas besoin d'entrer. On respire mieux. Alors considère ma porte comme une fenêtre sur l'air, ai-je tenté, un sourire gauche. Elle a souri pour de vrai. Nous avons bu la tisane à même le couvercle du thermos, comme 2 gamins dans une cabane d'escalier. Au-dessus, un meuble a grincé, en bas, un scooter a pétaradé. La ville suivait son cours, indifférente à notre drôle d'armistice. « Est-ce que je peux te laisser mon numéro ?» a-t-elle demandé au moment de partir. « Juste. Au cas où. » Oui, bien sûr, elle a tapé le code sur mon téléphone, a ajouté « et 4e ». Comme si l'adresse pouvait servir de talisman. J'ai enregistré Elisa, simplement sans étage. Elle a rangé ses mains dans ses manches, s'est levée. Merci Julien. Pour le thé, pour l'escalier, pour tout. Merci à toi d'avoir fait confiance. Elle a hoché la tête. Avant de s'éloigner, elle a ajouté, presque pour elle-même. Ça fait longtemps que je n'avais pas dit quelque chose de vrai à quelqu'un. Quand j'ai refermé derrière moi, le couloir m'a paru moins hostile. J'ai posé le thermos, me suis adossé à la porte. Mon téléphone a vibré. Un message. Juste pour vérifier que tu as bien mon numéro. Bonne nuit. J'ai répondu, bien reçu. Bonne nuit, Elisa. Puis j'ai éteint la lumière et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormi avec l'idée qu'une minuscule chose venait de se déplacer dans l'horloge des jours. Pas un séisme, plutôt un cran de sécurité relevé doucement. Le lendemain, dans l'entrée de l'immeuble, j'ai croisé Thomas. Ses yeux ont glissé sur moi, m'ont évalué, classé, rangé. Il a souri trop large. « Vous êtes du 3e, c'est ça ?» lança-t-il. « Oui, ai-je répondu. »« Vous du 4e. »« Exact. On se croisera, conclut-il, comme une promesse ou une menace. » Je suis remonté lentement, la main sur la rampe froide. Sur mon paillasson, un nouveau post-it m'attendait, griffonné à la hâte. « Merci pour hier. » Je respire un peu mieux. Et je l'ai collé à l'intérieur de mon placard, à côté d'une vieille carte postale. Une relique ridicule peut-être, mais je savais ce qu'elle contenait. La preuve qu'une confiance, même minuscule, venait de naître. Fragile comme un verre posé trop près du bord, mais réel. Et je me suis promis, sans l'écrire nulle part,
de ne pas être celui qui le ferait tomber. Je croyais que tout s'arrêterait à ce message. Deux adultes qui se croisent, se comprennent un soir, puis reprennent leur vie. Mais la vie, parfois, s'invite par effraction dans les habitudes qu'on croyait étanches. La semaine suivante, le hasard s'est mis à me jouer des tours. Chaque fois que je sortais les poubelles, que je récupérais mon courrier, ou que je descendais chercher du pain, je la croisais. Toujours avec ce même sourire fragile, un salut rapide, des phrases courtes qui disaient moins qu'elles ne contenaient. « Bonjour Julien !» Belle journée, malgré la pluie. « À bientôt !» Ce n'était rien, et pourtant c'était devenu mon fil de respiration. Un mardi soir, j'étais rentré plus tard que d'habitude. Le couloir était sombre. L'ampoule du palier avait rendu l'âme. J'ai cherché mes clés dans la pénombre, et c'est là que j'ai entendu le bruit. Un léger sanglot, étouffé, derrière la porte d'Elisa. J'ai hésité. Peut-être n'étais-je pas censé entendre ça. Puis un bruit plus sec, une voix d'homme, étouffée par le mur. Une dispute, pas violente mais pleine de tension contenue. J'ai reculé d'un pas, pris une inspiration, puis un cri bref a traversé le couloir. Pas long, pas fort, mais suffisant pour que mes doigts se crispent sur la clé. Je n'ai pas réfléchi. J'ai frappé, une fois, deux fois. Silence. Puis la porte s'est entr'ouverte d'à peine quelques centimètres. Le visage d'Elisa est apparu dans la fente. Son œil gauche, celui qu'elle avait caché derrière les lunettes, portait encore la trace d'un bleu passé. Son regard suppliait sans parler. « Tout va bien ?» ai-je murmuré. Elle a secoué la tête à peine, a glissé. Il est énervé. « Pas, s'il te plaît. » Une voix d'homme a tonné dans le fond. « Qui c'est ?» Elisa a refermé aussitôt, trop vite pour que je réponde. Je suis resté là, quelques secondes, à fixer la peinture écaillée de la porte. Un coup violent a résonné de l'autre côté, puis plus rien. Mon estomac s'est tordu. J'ai voulu appeler quelqu'un. La police ? Non, pas sans preuve, pas sans savoir. La dernière chose qu'elle voulait, c'était que je l'expose davantage. Alors j'ai attendu. 10 minutes, 15. Le couloir sentait le bois mouillé et la peur. Quand enfin j'ai entendu le loquet, j'ai fait un pas en avant. Mais ce n'était pas elle. C'était lui. Thomas est sorti, le visage crispé, les traits encore rouges de colère. Il m'a vu s'est arrêté net. « Vous ? Qu'est-ce que vous faites là ?»« Rien, ai-je dit. J'ai entendu un bruit. » Son sourire s'est étiré, froid. « Vous aimez bien écouter, on dirait. Faites attention à vos oreilles. » Il a descendu les escaliers sans me quitter des yeux, chaque pas comme une menace appuyée. Quand la porte du rez-de-chaussée a claqué, j'ai respiré à nouveau. J'ai attendu encore un peu, puis j'ai frappé doucement. Elle a ouvert cette fois. Pas grand-chose. Juste de quoi me laisser voir son visage. Ses yeux brillaient, non de larmes, mais de cette lucidité épuisée qu'ont ceux qui n'ont plus le luxe de pleurer. « Je suis désolé, Julien, » murmura-t-elle. « Il a cru que... » « Enfin, tu comprends. »« Oui, je comprends. Je ne voulais pas que tu le vois comme ça. Je me suis contenté d'un signe de tête. »« Tu veux que je reste ?» Elle a hésité, puis a ouvert la porte un peu plus. Son appartement sentait la cire et la lavande, mais l'air y était lourd, saturé d'une tension invisible. Sur la table, un verre brisé. Un cadre photo renversé. Rien de dramatique, mais assez pour comprendre. « Je ne veux pas qu'il te fasse du mal, » dit-elle. « Ce n'est pas à moi qu'il fait du mal. » Elle a eu un rire sec, amer. « Pas encore. » Nous sommes restés debout, quelques secondes à nous regarder, à ne pas savoir quoi dire. Puis elle a dit, d'une voix lasse, « Tu veux bien que je vienne un peu chez toi ? Juste pour... » respirer. Bien sûr, elle a pris une veste, son téléphone, et m'a suivi. En entrant, elle s'est arrêtée sur le seuil, comme la première fois. Même geste, même prudence. Je lui ai servi un verre d'eau, elle l'a bu d'un trait. « Il dort parfois mal, » reprit-elle. « Il fait des cauchemars, il croit que je parle à d'autres hommes, que je veux le quitter. Il fouille mon téléphone, mes mails, mes poches. Si je supprime un message, il dit que c'est la preuve. Si je ne supprime rien, il dit que je cache mieux. Tu comprends le piège. » J'ai hoché la tête. Oui, je comprenais trop bien. Le contrôle déguisé en amour. La surveillance présentée comme une preuve de passion. « Pourquoi tu restes ?» ai-je demandé doucement. Parce qu'il m'a convaincu que je ne peux pas faire mieux. Et parce que j'ai peur. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Elle a posé le verre, s'est passé la main sur le visage. Ses doigts tremblaient. Je me suis levé, j'ai posé une couverture sur ses épaules. Elle ne l'a pas refusé. « Tu sais, » reprit-elle après un silence, « je peignais avant. Des portraits. J'avais même une petite exposition prévue, avant, tout ça. Il disait que c'était du temps perdu, que je devrais plutôt penser à nous. Alors j'ai arrêté. Tu devrais reprendre. » ai-je soufflé. Elle a souri, triste. « Peut-être.
Si je trouve un endroit où peindre sans qu'il le sache, tu peux venir ici, ai-je proposé sans réfléchir. J'ai de la lumière, et personne ne vient me déranger. Elle a levé les yeux vers moi. Tu ferais ça? Oui, si ça t'aide. Un long silence s'est installé, pas gênant. Dehors, la pluie recommençait à tomber. Elle regardait la fenêtre, absente. Puis elle a dit, presque pour elle-même, « Peut-être que peindre, c'est une manière de respirer. » Je n'ai rien ajouté. Parfois, il ne faut pas commenter les phrases qui contiennent déjà trop. Avant de partir, elle a posé sa main sur mon bras. Un geste simple, mais chargé. « Merci, pas seulement pour ce soir, pour être là. Toujours ?» ai-je répondu sans savoir si je le pensais ou si je le souhaitais seulement. Quand elle a refermé la porte derrière elle, j'ai compris que quelque chose venait de basculer. Je n'étais plus seulement un voisin compatissant. J'étais devenu un refuge, un complice silencieux, peut-être même un risque. Cette nuit-là, j'ai dormi peu. À travers le plancher, j'entendais ses pas lents, le va-et-vient de quelqu'un qui range sans but, juste pour ne pas penser. Puis le silence, un silence plein, habité. Et dans ce silence, je me suis surpris à sourire. Pas de joie, non, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, j'avais la sensation de servir à quelque chose, d'être utile simplement. Et cette pensée, dans sa douceur fragile, me faisait plus peur que la tempête de la veille. Les jours suivants ont eu la couleur trompeuse des éclaircies, une lumière plus douce, mais un ciel encore plein de nuages. Élisa venait chez moi le matin, parfois l'après-midi. Elle apportait son petit chevalet, quelques pinceaux, un carnet. Dans mon salon, l'odeur du café se mêlait à celle de la peinture à l'huile. Elle travaillait en silence, concentrée, la langue entre les dents comme une enfant appliquée. Je faisais semblant de lire ou de répondre à mes mails, mais la vérité, c'est que je la regardais souvent, fasciné par ce calme suspendu qu'elle parvenait à créer dans mon espace. Elle peignait des visages flous, pas vraiment des portraits, plutôt des impressions d'âme. Parfois, elle s'interrompait, posait le pinceau, s'approchait de la fenêtre. Je voyais son reflet, la tache de lumière sur sa joue. Dans ces moments-là, j'oubliais la prudence, le danger, tout ce qui séparait nos vies. Un après-midi, alors qu'elle rangeait ses affaires, son téléphone a vibré. Elle a pâli. J'ai vu sur l'écran un prénom, Thomas. Elle a hésité, puis a décroché. Sa voix s'est faite douce, presque artificielle. Oui, je faisais des courses. Non, je rentre. Oui, je t'ai acheté du café. Elle m'a lancé un regard désolé, un geste rapide pour me faire taire. Je t'expliquerai, murmura-t-elle après avoir accroché. Je n'ai pas posé de questions. Il valait mieux ne pas. Le lendemain matin, en sortant les poubelles, j'ai croisé Thomas. Il portait des lunettes de soleil malgré la grisaille, un sourire poli vissé au visage. Ah, Julien, c'est ça? Oui. On m'a dit que vous travailliez souvent de chez vous. C'est pratique. Vous devez bien connaître vos voisins, alors. Il a laissé flotter la phrase, faussement légère. J'ai répondu un banal. Oui, un peu. Vous avez dû croiser Élisa. Elle aime bien parler. Parfois trop. Il a ri. Moi pas. Ce soir-là, j'ai raconté la scène à Élisa. Elle a serré les lèvres. Il soupçonne toujours quelque chose, même quand il n'y a rien à soupçonner. Il te surveille? Il appelle ça « veiller sur moi ». C'est presque drôle, non? Mais elle ne riait pas. 3 jours plus tard, la rumeur a commencé à circuler dans l'immeuble. Madame Renard, la concierge, m'a lancé un regard plein de sous-entendus. Vous avez de la visite, à ce qu'on dit. Une jolie artiste, non? Vous gardez bien vos secrets, monsieur Julien. J'ai répondu par un sourire maladroit, puis j'ai compris. Quelqu'un avait parlé. Peut-être Thomas, peut-être une voisine trop curieuse. En une journée, tout le monde semblait savoir qu'Élisa venait souvent chez moi. Personne ne posait de questions directes, mais les regards faisaient le reste. Le soir même, alors qu'elle rangeait ses pinceaux, j'ai senti une tension inhabituelle. « Il sait », murmura-t-elle. « Quoi? Que je viens ici ?» Il m'a suivi, je crois. Ce matin, il m'a demandé si je peignais ton portrait. Et tu as dit quoi? Que je peignais ma liberté? Elle a ri nerveusement, mais ses yeux brillaient d'une peur contenue. Je voulais la rassurer, lui dire que tout irait bien. Mais je savais que ce serait mentir. Vers 23 heures, alors qu'elle venait de partir, j'ai entendu des pas lourds dans l'escalier, puis des coups violents contre ma porte. J'ai sursauté. Une voix familière a grondé. « Ouvre, Julien. »« Thomas. » J'ai pris une seconde pour respirer avant d'ouvrir. Il était là, le regard injecté de colère, le poing encore serré. « Je peux savoir ce que tu cherches? »« Rien du tout. »« Vraiment? Ma femme passe ses journées ici, et toi tu joues les saints. Tu veux qu'on en parle entre hommes? »« Il n'y a rien entre nous, » ai-je dit calmement. « Ah non? Alors pourquoi elle rentre tard? Pourquoi elle ment? » Son ton montait. L'écho dans le couloir faisait trembler les vitres.
J'ai tenté de rester calme. Parce qu'elle a besoin d'espace, de paix, rien de plus. Il a souri, un rictus de mépris. T'es tombé amoureux, hein? Regarde-toi. Il a fait un pas en avant. L'odeur de son parfum m'a frappé, trop sucré, agressif. J'ai reculé d'un demi-mètre. Thomas, rentre chez toi. Je rentre où je veux. Et crois-moi, tu vas regretter de t'être mêlé de nos affaires. Il a tourné les talons, descendu les marches bruyamment. La porte du bas a claqué. Le silence est revenu, mais un silence différent, saturé de menaces. Je n'ai pas dormi. J'ai attendu l'aube, le dos contre la porte, à écouter les bruits du bâtiment. Quand le jour s'est levé, j'ai trouvé un message d'Elisa. Je suis désolé. Il a perdu le contrôle. Je vais disparaître quelque temps. Ne réponds pas s'il t'appelle. J'ai relu ces mots 10 fois. Le téléphone a vibré à peine 1 heure plus tard. Numéro inconnu. J'ai décroché. Une voix basse. Julien, c'est Thomas. Elle t'a dit qu'elle partait. Tu sais où elle est? J'ai menti, sans hésiter. Non, je ne sais rien. Il a raccroché sans répondre. J'ai senti la culpabilité se mélanger au soulagement. Les jours suivants, plus de nouvelles. Son appartement restait sombre, rideaux tirés. J'ai demandé discrètement à la concierge si elle l'avait vu. Non pas depuis jeudi. Mais son mari, lui, passe tous les soirs. Il a même changé la serrure, imaginez. J'ai remercié, le cœur serré. Le dimanche matin, un petit colis m'attendait sur mon paillasson. Pas d'adresse, pas de nom, juste pour toi. À l'intérieur, un dessin au fusain. Un homme, assis dos à une fenêtre, le visage tourné vers la lumière. En bas, une signature fine. Et je suis resté longtemps à contempler ce dessin. Il était simple, presque brut, mais il respirait. J'ai compris qu'elle voulait dire « Je vis encore ». J'ai encadré le dessin, l'ai accroché au mur du salon. Ce fut mon secret, mon serment muet. Pourtant, au fond, je savais. La tempête n'était pas finie. Thomas n'abandonnerait pas. Pas un homme comme lui. Et tôt ou tard, quelqu'un d'autre frapperait à ma porte. Mais cette fois, ce ne serait pas pour demander une serviette. Ce serait pour chercher la vérité. Je n'ai plus vu Elisa pendant plusieurs semaines. Son absence s'étalait comme une tache d'encre dans ma vie. Le matin, je m'arrêtais toujours devant sa porte, tendant l'oreille pour capter un signe, un souffle, un pas, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien. Même la concierge, bavarde d'ordinaire, semblait éviter le sujet. Elle levait les yeux au plafond et marmonnait. Ces histoires de couple, on ne sait jamais ce qu'il se passe derrière les murs. J'essayais de me convaincre que c'était mieux ainsi, que si elle était partie, c'était pour sa sécurité. Mais chaque soir, en rentrant, je trouvais l'appartement plus vide, comme si la lumière elle-même s'était faite plus prudente. Je revoyais son rire timide, ses gestes précis sur la toile, le parfum discret de la peinture. Tout cela s'était effacé trop brutalement, et mon esprit refusait d'en faire un souvenir. Un samedi matin, alors que je descendais chercher le courrier, j'ai trouvé une enveloppe coincée dans la boîte aux lettres, sans timbre, écrite à la main. Mon nom simplement, Julien. À l'intérieur, une seule phrase griffonnée à la hâte. « J'ai besoin de ton aide, ce soir, 23h, au square de la gare. » Et, le cœur battant, j'ai relu la note plusieurs fois, cherchant un détail qui confirmerait qu'elle était bien d'elle. L'écriture légèrement penchée, la manière dont le J se prolongeait vers la marge, c'était bien la sienne. Pas de doute. Toute la journée, j'ai tourné en rond. J'essayais d'imaginer 1000 scénarios. Une fuite, un piège, un appel au secours. J'ai voulu prévenir la police, mais de quoi aurais-je parlé? D'un mot anonyme? D'une femme disparue? D'un mari jaloux? Non, j'ai attendu. À 23h moins 10, j'étais déjà au square. La pluie fine tombait en diagonale, et les lampadaires diffusaient un halo brumeux. J'avais mis une veste sombre, une écharpe, et j'attendais près du vieux banc, celui à côté de la fontaine. L'endroit était presque désert, hormis un sans-abri qui dormait sous un abribus et un chat errant qui me fixait depuis un muret. À 23h02, elle est apparue, capuche rabattue, sac à dos, un manteau trop large. Elle s'est approchée vite, le visage partiellement dissimulé. Quand elle a levé les yeux, j'ai reconnu ses traits malgré la pénombre. Elisa. Elle m'a serré la main, tremblante. Merci d'être venue. J'avais peur que tu ignores le message. Tu plaisantes. Où étais-tu? Elle a regardé autour d'elle avant de répondre. Chez une amie, à l'extérieur de la ville. J'attendais que Thomas se calme. Mais il m'a retrouvé. Il sait tout, Julien. Il a fouillé mes mails, il a découvert ton nom. Un frisson m'a parcouru. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, pas encore. Mais il m'a dit, je sais que tu vois ton voisin. Je saurai où tu es. Alors, je n'ai plus le choix. Je dois partir pour de bon. Ses doigts serraient les bretelles de son sac comme pour s'y accrocher. Je vais chez ma sœur, à Montpellier. J'ai besoin que tu m'aides à atteindre la gare sans qu'il me voie. Il rôde, j'en suis sûr. D'accord.
Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Tu as encore ta voiture? J'ai hoché la tête. Oui, garée rue de Lyon. Parfait. Tu me déposes à l'arrêt du quart de nuit. Il part à minuit. Après ça, elle n'a pas terminé sa phrase. Ses yeux disaient le reste. Après ça, je disparais. Nous avons marché côte à côte, sans parler. Les rues étaient désertes. Chaque bruit de moteur nous faisait sursauter. Au coin d'une ruelle, une voiture noire était garée, moteur allumé. Je n'ai pas eu besoin de regarder la plaque pour savoir, Thomas. J'ai attrapé Elisa par le bras et nous avons changé de direction. Viens, par là. Nous avons traversé un passage étroit entre deux immeubles, débouchant sur une arrière-cour silencieuse. Mon cœur battait à tout rompre. Je sentais sa peur, presque physique. Dans la voiture, elle s'est effondrée sur le siège, essoufflée. Tu penses qu'il nous a vus? Non, ai-je menti? Pas sûr. J'ai démarré, les essuie-glaces battant la pluie à un rythme nerveux. Nous avons roulé en silence pendant plusieurs minutes. À chaque feu, elle regardait derrière, le souffle court. « Julien, dit-elle enfin, s'il m'arrive quelque chose, promets-moi de ne pas chercher à me retrouver. Arrête. Tu vas t'en sortir. Promets-le, j'ai serré le volant. Je te le promets. » Quand nous sommes arrivés au terminal du car, il restait 5 minutes avant le départ. Je suis descendu pour lui porter son sac. Le chauffeur chargeait déjà les valises. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants. « Je ne te remercierai jamais assez. Tu as été le seul à me voir, vraiment. Tu n'as rien à me devoir. » Elle a hoché la tête, a esquissé un sourire. « Si, peut-être ma liberté. » Elle a levé les yeux vers moi, hésité, puis m'a pris dans ses bras. Ce fut bref, presque chaste, mais plein de ce qu'on ne se dit pas. Puis elle est montée dans le car. Par la vitre, elle m'a fait un signe. Le moteur a grondé. Les feux rouges ont glissé sur le bitume mouillé, et en quelques secondes, elle n'était plus qu'une lueur dans la nuit. Je suis resté debout longtemps, la pluie ruisselant sur mon visage. Quand je me suis enfin décidé à rentrer, il était presque 2 heures. En montant les escaliers, j'ai senti que quelque chose m'attendait. Une intuition. En effet, devant ma porte, une enveloppe blanche. À l'intérieur, une photo de moi et d'Elisa, prise de loin, sans que je m'en rende compte, le jour où elle peignait près de la fenêtre. Et au dos, une phrase écrite à la main. « Elle ne t'appartient pas. Souviens-toi de ça. » Aucune signature, mais je n'avais pas besoin d'en chercher une. Je me suis assis par terre, la photo entre les doigts, tremblant. Le goût métallique de la peur m'est monté à la bouche. Elle venait à peine de partir, et déjà l'ombre de Thomas s'étendait à nouveau. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté devant la fenêtre à regarder la pluie, priant pour que le car roule vite, loin, très loin. Et au fond de moi, je savais que même si elle parvenait à fuir, une partie d'elle, et de moi, resterait prisonnière de cette porte qu'elle avait franchie la première fois, nue, tremblante, un soir d'orage, 1 an, 12 mois exactement. Et pourtant, parfois, j'ai encore l'impression d'entendre frapper à ma porte les soirs de pluie. 3 coups rapides, hésitants, comme cette nuit où tout a commencé. Je vis ailleurs maintenant, un petit appartement plus lumineux, dans une rue tranquille où le bruit se contente de passer sans s'attarder. J'ai changé de travail aussi, quitté la routine de bureau pour m'occuper d'un atelier de réparation de vélos. Les mains salies de cambouis me rappellent que je fais partie du monde réel. Un monde où l'on se concentre sur des chaînes, des roues, des gestes simples. Mais il y a toujours un moment, en fin de journée, où mon esprit retourne là-bas, à l'ancien immeuble, à la porte du 4e, au tableau suspendu dans mon salon. Oui, je l'ai encore. Le dessin qu'elle m'a laissé, l'homme à la fenêtre. Je l'ai encadré dans une bordure de bois brut. Chaque matin, la lumière y glisse doucement, comme si elle continuait de peindre à travers le temps. Je n'ai pas eu de nouvelles pendant des mois. Pas un message, pas un mot. J'avais tenu ma promesse, ne pas chercher à la retrouver. Mais le silence a sa propre façon d'éroder la mémoire. Les visages s'estompent, les voix se brouillent, et pourtant certaines sensations ne meurent pas, comme le parfum discret de la peinture ou la chaleur de sa main tremblante sur mon bras. Puis, un matin d'octobre, alors que je réparais la roue d'un client, le facteur est entré dans l'atelier. Il m'a tendu une grande enveloppe beige venue d'Espagne. L'écriture sur le coin supérieur m'a figé sur place. Cette inclinaison, cette boucle du J qui mordait la marge. J'ai su avant même d'ouvrir. À l'intérieur, une lettre soigneusement pliée. Et une photo. Sur la photo, Elisa. Elle se tenait debout dans un atelier baigné de lumière. D'étoiles partout, éclatantes, pleines de couleurs chaudes. Ses cheveux attachés, le visage paisible, rajeuni. Elle souriait, pas ce sourire contraint d'autrefois, mais un vrai, libre. Derrière elle, sur une table, un petit chevalet portait une toile inachevée, une silhouette masculine assise. De dos, devant une fenêtre, j'ai lu la lettre d'une traite. Le cœur serré. Julien,
Je ne savais pas si je devais t'écrire. J'ai mis du temps à retrouver les mots, à retrouver ma voix. Je suis à Barcelone maintenant. Ma sœur m'a hébergé les premiers mois, puis j'ai trouvé un atelier. Une petite galerie m'a proposé d'exposer. J'ai recommencé à peindre. J'ai repris vie, lentement. Il m'a fallu presque un an pour comprendre que la liberté n'est pas seulement l'absence de peur, mais la possibilité de choisir quoi faire du silence. Ici, j'ai appris à vivre sans me cacher. Je voulais te dire merci. Pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu n'as pas fait. Tu ne m'as pas jugé, tu ne m'as pas retenu, tu ne m'as pas demandé d'explication. Tu m'as laissé exister. Je ne t'enverrai pas d'autres lettres pour ne pas te replonger dans cette histoire. Considère celle-ci comme une manière de dire « Je vais bien. Prends soin de toi. » Elisa, les mots étaient simples, mais chaque phrase sonnait comme une respiration retrouvée. J'ai gardé la lettre sur mon établi un long moment, incapable de retourner au travail. Ce soir-là, j'ai marché longtemps dans les rues de la ville. Le vent portait une odeur d'automne et de pluie, presque la même qu'un an plus tôt. Sauf que cette fois, je n'avais plus peur. Je ne regardais plus la porte, mais l'horizon. En rentrant, j'ai sorti la photo, l'ai posée sur la table, à côté du dessin. 2 traces d'elle, la première née de la douleur, la seconde de la renaissance. Je me suis dit que c'était ça, au fond, la plus belle peinture, celle qu'on fait avec la lumière qu'il nous reste après la tempête. Je n'ai jamais su ce qu'il était advenu de Thomas. Peut-être avait-il trouvé une autre proie, peut-être s'était-il lassé, peu m'importait. Ce que je savais, c'est qu'Elisa lui avait échappé et que moi, j'avais appris quelque chose d'essentiel. Il y a des gens qu'on sauve sans les retenir. Quelques semaines plus tard, j'ai accroché une toile blanche au mur de l'atelier. Une idée folle, peindre, moi aussi. J'ai sorti quelques couleurs, maladroitement. J'ai tracé la silhouette d'une femme, assise de dos, face à la mer. Le geste tremblait, mais la lumière, elle, ne tremblait pas. Et pendant un instant, j'ai cru sentir derrière moi un parfum de peinture et de vent, et une voix douce murmurant « Respire, Julien, peins, continue ». J'ai souri. Le ciel s'assombrissait, la pluie allait recommencer, mais cette fois, j'étais prêt. Parce que parfois, la vraie fin d'une histoire, ce n'est pas la fuite. C'est le moment où l'on comprend que la douleur peut devenir couleur, et que le souvenir de quelqu'un peut éclairer le reste de notre vie sans la hanter.